Éric Plante, chargé d'enseignement en santé publique. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci, Antoine. Alors, très heureux d'avoir cette discussion-là avec toi aujourd'hui parce que le risque, moi, j'ai l'impression que le risque en santé publique, ça pourrait quasiment résumer toute l'approche de la santé publique. Tu me diras, c'est que j'exagère. On l'a vu spécialement dans la pandémie, finalement. On voyait nos politiciens en conférence de presse, on voyait les médecins sortir et tout ce qu'il y avait au cœur, de manière explicite ou implicite, c'était comment gérer les risques. Parce que la façon la plus simple de régler le problème, c'est que chacun arrête de vivre là, ou reste dans une bulle chez soi. Mais on veut continuer de vivre, donc on va gérer les risques. Il y a beaucoup de ça en santé publique, non? Oui, puis dans le cas d'une situation comme celle de la pandémie, ou encore d'un tsunami, ou d'un désastre, un sinistre, ouais. On est dans une situation d'état d'urgence, puis là, on va dans une partie du risque qu'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de mettre en place une haute maîtrise des risques et pas de la prévention par concertation, en parlant avec les gens de la communauté. Pas du tout. C'est tellement une situation inédite que c'est assez directif, assez autoritaire, puis on restreint les libertés des gens. Sauf que le principe de précaution repose sur 3 choses. La première, c'est un danger réel ou appréhendé par anticipation de risque. Ça, c'est le premier élément. Ouais. Le deuxième élément, c'est l'insuffisance de preuves scientifiques solides pour dire on agit-tu, on n'agit-tu pas, mais on préfère agir. Ouais. Le troisième, c'est que c'est temporaire. Pendant le temps que l'état d'urgence est en place, on doit augmenter le nombre de preuves scientifiques, non seulement pour comprendre le phénomène, mais pour trouver rapidement des solutions. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le plus fort de la pandémie? Bien, développer tout le monde un peu partout sur la planète des moyens de trouver un vaccin puis des médicaments pour contrer la COVID-19. Ouais. Mais on ne peut pas... ça ne peut pas être permanent comme non, état. Il faut revenir ensuite à un usage raisonné et raisonnable de la prévention des dangers de maladies et d'accidents. Sauf que, comme je disais tantôt, comme c'est une approche négative, il faut aussi la compenser par la promotion de la santé et la promotion de la sécurité. C'est-à-dire une approche où on dit qu'est-ce qui favorise dans nos attitudes et nos comportements des choses qui sont saines et sécuritaires. D'une façon un peu... suggérer, convaincre, encourager les gens. Là, on n'est plus dans l'état d'urgence. On n'impose rien. On fait juste encourager les gens et on le fait pour que d'une manière que j'appelle transdisciplinaire. Ça veut dire que les gens qui vivent le problème de santé ou de sécurité, la communauté, est appelée à participer à la définition du problème, mais aussi au développement des solutions. Je vais donner un exemple en santé au travail. Que ça ne soit pas juste top-down là, ou non, directif là, de haut en bas. Surtout pas top-down. C'est-à-dire que oui, les experts peuvent avoir une vue d'ensemble puis accompagner les milieux. Mais c'est un peu comme un enfant, quand je suis à côté d'un père de famille, on apprend à un enfant à marcher, mais à un moment donné, on lui lâche la main. Bien sûr. Parce que le but de toute intervention en santé publique, c'est une prise en charge autonome de la communauté sur ses problèmes de santé et de sécurité, mais dans le respect de sa façon de penser, justement, dans le respect de sa culture. Justement, pour éviter de l'infantiliser, c'est clairement ça, pour le responsabiliser. Sauf qu'en situation d'urgence, le respect de la culture est obligé de bousculer la culture. S'il y a de la lave qui arrive sur notre village, bon, on ne dit pas « faisons un petit forum communautaire ». Non, c'est pas le temps. Un comité, peut-être? C'est ça, on bouge parce que c'est urgent. Mais en dehors des situations d'urgence, c'est là qu'on arrive dans la négociation à la fois individuelle et collective de l'exposition au danger, qui est le risque. Et là, à ce moment-là, on entre dans un discernement qui est à la fois individuel et communautaire. Et là-dedans, il y a des dérives ou des prises de risques calculées qui nous permettent d'innover au plan technique et social, comme Thomas en parlait tantôt, puis comme Catherine aussi, en fondant RAM Québec, en parle aussi. Donc, innover... Ça nous amène aussi, quand on parle du risque, quand on parle de promotion de la santé, à une approche différente des connaissances humaines. Et c'est là que c'est le terrain sur lequel je vais vous emmener. Parce qu'on est porté dans la vie à dire, ça c'est une vision très traditionnelle, puis il y a des préjugés derrière cette vision-là, de dire la connaissance scientifique, c'est le sommet, la connaissance professionnelle et pratique, c'est dans le milieu, puis le bon sens ou le discernement, le bon sens commun de tout individu, c'est en bas. En gestion des risques, c'est pas ça du tout. C'est une égalité entre les 3 niveaux de connaissance, puis c'est très complémentaire. C'est fascinant ce que tu dis là. Alors, quand je vais dans un lieu de travail pour évaluer les risques, moi, je suis le travailleur qui fait la job tous les jours. Parce que c'est lui qui connaît où est le danger. C'est un expert. C'est lui qui connaît, qui peut définir le mieux le risque. Et c'est lui qui peut le mieux participer au développement d'une solution.
Et c'est souvent les travailleurs qui ont les meilleures solutions parce qu'ils font le travail. Ils savent depuis des années, eux, comment ça pourrait être... Et ils ne se sentent pas réprimés quand on va imposer, encore là, une erreur de langage, quand on va proposer une solution ou un mécanisme qui viendrait éviter des accidents, bien, il va y avoir participé dès l'origine à l'élaboration de ce mécanisme. L'idée de l'approche transdisciplinaire, c'est quand des experts en santé publique sont autour de la personne qui vit le problème puis l'accompagnent dans le développement de la solution, dans la définition du problème, dans l'accompagnement. Donc, on arrive à une égalité des connaissances. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on n'a rien qu'à y penser tous les jours. Les objets qu'on a autour de nous, je pense à la table, je pense à un crayon, je pense à une canne avec 3 petits... des petits pics antidérapants. Ce sont des inventions humaines. Ce ne sont pas des inventions humaines qui sont le fruit d'une démarche scientifique stricte. On a plein d'inventions humaines qui ne sont pas le fruit d'une démarche scientifique classique. C'est pas les scientifiques donc, les plus grands innovateurs, peut-être. Non, certains, oui, mais... Il y a plein de connaissances scientifiques et non scientifiques qui font qu'on est capable d'innover. Je pense c'est ça qui est important de découvrir. En santé publique, dans des enjeux comme l'obésité ou le surpoids, on pourrait dire, voici ce que vous devriez manger. L'histoire démontre que c'est pas tant efficace. C'est-à-dire que si on devient trop prescriptif, il y a des gens qui vont internaliser une certaine honte parce qu'ils sont dans une situation de détresse sociale ou des conditions de vie très difficiles et qui fait que c'est déjà difficile pour eux d'essayer de s'approcher de standards de santé publique. Alors, des fois, on est obligé de composer avec le fait qu'on n'est pas rendu là avec eux. Et il faut les accompagner là où ils sont rendus dans leur façon de se rapprocher des standards de santé. Mm-hmm. Thomas? Bien, je me demandais, il n'y a pas aussi un risque au niveau de la santé publique de forcément fonctionner avec une hiérarchie des différents domaines de santé? C'est-à-dire que, admettons, si on pense à la pandémie, c'est un exemple classique, là, on prévient les enjeux au niveau de la santé publique, mais est-ce que ça se peut pas qu'on ait toujours hiérarchisé les domaines puis que la santé physique soit plus importante, tellement importante à nos yeux que des fois, ça nous amène à occulter les autres dimensions de la santé qui seraient le social, le psychologique? C'est un peu ça que les gens reprochaient pendant la pandémie, des fois, d'avoir une gestion qui mettait essentiellement, on mettait tous les œufs dans le panier de la santé physique, mais au détriment des fois du contact avec les grands-parents, avec les... Oui, l'isolement social a été un des effets pervers terribles. Et dont on récolte encore certaines conséquences des années après. Tout à fait. Ce ne sont pas des approches qui sont parfaites. Puis effectivement, Raymond Massé, qui est un sociologue de la santé, a développé toute une approche là-dessus où il disait justement la culture et le parent pauvre dans le domaine du risque. C'est pour ça qu'il faut amener la promotion de la santé, parce que la promotion de la santé va chercher l'aspect psychosocial, culturel, familial, social de ces enjeux-là, puis d'une manière plus positive. Donc, il faut conjuguer les deux approches. Il ne faut pas se contenter uniquement de réduire le niveau de maladies et d'accidents. Ouais. Il faut aussi avoir une approche positive, puis conjuguer les deux. Et le troisième élément qui est en train d'émerger, mais c'est des travaux scientifiques, là, c'est la salutogénèse. Qu'est-ce que c'est? Salutogénèse, saluto veut dire santé, puis genèse, origine de la santé. Mais c'est au plan individuel. Ça a été créé par Aaron Antonovsky, qui est un sociologue médical, dans les années 70. Mais depuis au moins 2021, l'Organisation mondiale de la santé veut intégrer certains de ces principes-là dans la promotion de la santé pour tenir compte un petit peu plus des dimensions psychosociologiques de nos enjeux en santé publique, pour que ça soit intégré dans la promotion de la santé. Par contre, il y a des limites à chaque approche. L'approche de la salutogénèse est très individuelle. C'est un individu à la fois. La promotion de la santé, c'est des communautés. C'est ça qu'on fait. La promotion de la santé n'agit pas seulement... la salutogénèse n'agit pas sur les causes profondes des phénomènes. La promotion de la santé, oui, elle remonte dans les déterminants sociaux, politiques, économiques de la santé, ce qui m'amène à parler de mon troisième élément, qui est le temps, le facteur temps. Le temps influence énormément actuellement notre perception des dangers, notre mesure du danger, qui est le risque. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au début du 20e siècle, on était, que ce soit une économie capitaliste ou non, on était dans des économies, dans la plupart des pays du monde, qui étaient orientées vers l'industrie, une économie industrielle, où il y avait échange de biens et de services pour favoriser la création d'emplois, augmenter le pouvoir d'achat des gens.
à partir de la fin des années 80, le film Wall Street, si ça vous dit une idée. Oui. Et on est passé d'une économie industrielle à une économie financière. Une économie où c'est l'argent virtuel qui tourne sur lui-même et qui est entre les mains... Déconnecté de la production réelle. C'est ça, puis qui est entre les mains d'une élite. Et cette vision-là, la vision des marchés financiers, c'est une vision qui n'est pas à moyen puis à long terme, qui est à court terme. Et elle a été énormément maximisée par le développement des technologies d'information et de communication. Aujourd'hui, on a des connaissances qui circulent sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones, en nanosecondes, des milliards de connaissances. Ça va très, très vite. Et cette accélération du savoir est un gros problème parce que ça ne respecte pas nos rythmes biologiques, psychologiques, sociaux et culturels. Donc, actuellement, il y a une espèce de mouvement de résistance dans le monde par rapport à ça pour ralentir. On est dans une période actuellement où les gens, surtout avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, l'isolement familial et social terrible qu'on a vécu, tout le monde est dans une phase de ralentissement. D'ailleurs, on voit de plus en plus des jeunes qui spontanément se rassemblent à New York, dans différentes villes, pour vivre une désintoxication par rapport à tout ce qui est numérique. Se rencontrer sans le téléphone. Et c'est un enjeu de santé publique? C'est un enjeu de santé publique, actuellement. Et ce rapport au temps-là a créé, ces dernières décennies, une société de l'urgence permanente. On se dépêche de préparer nos vacances, on se dépêche de vivre nos vacances, on se dépêche de revenir de nos vacances, on se dépêche tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. On se dépêche de traverser le fleuve. Oui, avant d'être dérivé. On se dépêche de traverser le fleuve. Si on veut faire un lien avec ce que tu disais tantôt, on voit que ces changements-là sociaux, le ralentissement, la décroissance, tout ça, ça ne vient pas de la santé publique, mais plus souvent des gens. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui vont faire des choix individuels. C'est pour ça qu'il faut se reconnecter au discours des attentif, gens. Ouais. Et aussi, un autre élément, c'est que cette instabilité, cette urgence permanente comme société crée une instabilité permanente dans nos organisations. Si vous allez dans le réseau de la santé qui subit des fusions et des fusions et des fusions, là, puis que vous allez voir, vous allez dire « Bonjour, on vient étudier le changement chez vous ». Ils vont vous rire en pleine face. Ils vont dire « On est tout le temps en changement. On peut avoir une petite pause? On peut avoir un break? » Alors donc, c'est ça. La culture, le changement puis les connaissances sont revisitées par notre approche du risque. Mais il faut faire, je dirais, trouver une balance ou un équilibre entre ce que j'appelle l'audace essentielle qui permet d'innover puis le risque inutile qui, lui, est à éviter, évidemment. Là. Éric Plante, chercheur et enseignant, en fait, surtout chargé d'enseignement en santé publique ici à l'Université Laval à Québec. Merci beaucoup.